Mes élèves de seconde, bonjour et bienvenue sur cette classe inversée qui va nous permettre de traiter la sous-partie B de notre grand 2, sous-partie B intitulée Les grands acteurs de la vie politique française, partis politiques, médias et société civile. Le titre de cette sous-partie est très transparent, néanmoins je vous le remets ici. Cette sous-partie va donc être divisée en 3 temps. D'abord un temps consacré aux partis politiques, puis un consacré à la société civile organisée et enfin un dernier temps consacré aux médias. Mais d'abord donc, premier sous-temps que je vous conseille de prendre convenablement en note, de bien noter tous les sous-temps, tous les sous-points. Les partis politiques, acteurs de la structuration de l'espace politique. Définissons d'abord ce qu'est un parti politique. Un parti politique, c'est un groupement d'individus qui partagent des valeurs et des idéaux politiques en commun et qui s'inscrivent dans la compétition pour l'obtention et l'exercice du pouvoir. Vous pourrez trouver du personnel politique issu de partis politiques qui vont vous dire non, nous sommes un parti politique, mais nous ne voulons pas de l'exercice du pouvoir. C'est vrai, c'est possible. Néanmoins, cette définition, je demande de la prendre telle qu'elle, de la retenir telle qu'elle, parce que je considère qu'elle colle à 9 partis politiques sur 10, si ce n'est plus. On va d'ores et déjà opérer une distinction entre ce qu'on appelle un parti majoritaire et les partis d'opposition. Vous noterez bien ici que j'ai mis un singulier à parti majoritaire et un pluriel à parti d'opposition. On va le prendre ici uniquement dans son sens français. Le parti majoritaire, c'est le parti politique qui a gagné les élections législatives. Autrement dit, le parti politique qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. En ce moment en France, c'est La République En Marche qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale, avec quelques 350 sur les 577 députés étiquetés La République En Marche, et qui est donc le parti majoritaire. Ce parti majoritaire va donc pouvoir plus facilement proposer et faire voter des lois, et surtout ce parti majoritaire va donner naissance à un gouvernement à la tête duquel on va retrouver un Premier ministre. Le Premier ministre de la France est donc un Premier ministre soutenu par la totalité des députés de La République En Marche. Donc à partir du moment où le gouvernement va vouloir proposer une loi à l'Assemblée nationale, il y a de très fortes chances pour que cette loi soit adoptée puisque le gouvernement est soutenu par le parti majoritaire. Et face à ce parti majoritaire, on va trouver des partis dits d'opposition. Ce sont des partis qui donc sont contre La République En Marche et vont donc s'opposer aux lois proposées par les députés de La République En Marche, mais aussi s'opposer aux lois proposées par le gouvernement. Alors ça peut être une opposition ferme et définitive, non, nous ne voulons pas de cette loi, ou ça peut être une opposition qui est dite, en ce moment pas par moi, mais qui est dite une opposition constructive. Constructive pourquoi? Parce que c'est une opposition à laquelle on va plutôt chercher le compromis. Non, votre loi, nous ne la voulons pas dans cet état-là, mais si vous modifiez telle et telle chose, telle et telle disposition dans la loi, nous serions prêts à la voter. Donc d'un côté le parti majoritaire et de l'autre les partis d'opposition. Ensuite, on peut mettre en avant les rôles et missions des partis politiques et pour ne pas faire trop long, j'ai isolé 4 grandes fonctions d'un parti politique. Première fonction, la fonction de sélection du personnel politique. C'est le parti politique qui va investir, le verbe ici est consacré, c'est le parti politique donne l'investiture à un candidat. Ce week-end, par exemple, le Parti communiste français a investi son candidat qui n'est autre que Fabien Roussel. Donc voilà pour la première fonction, la fonction de sélection du personnel politique. Ensuite, la fonction de leader d'opinion. Alors ce que j'entends par cette fonction-là, c'est le fait, l'idée que les partis politiques vont devoir créer, rédiger des programmes politiques, et pour créer et rédiger ces programmes politiques qui vont donc être portés par le candidat investi par le parti, ce programme va être basé sur les valeurs historiques du parti politique, ses valeurs fondatrices, mais aussi par les aspirations, les inquiétudes, les aspirations actuelles des électeurs. On fait une sorte de compromis entre les grands idéaux et ce que la population attend. Troisième fonction, la fonction de mobilisation des électeurs. Il s'agit ici de faire en sorte qu'on parvienne à convaincre, conquérir, obtenir le soutien, l'adhésion d'une large base électorale qui permettra aux candidats investis d'être en position de gagner l'élection. C'est donc toutes les stratégies qui vont permettre de gagner l'élection
C'est la mise en œuvre d'une campagne. C'est une campagne présidentielle dès lors que l'on réalise une élection présidentielle. C'est une campagne municipale pour les élections municipales et ainsi de suite. Cette campagne va reposer sur différentes actions. Je vous en ai mis quelques-unes. La distribution de tracts, les réunions publiques, l'organisation de débats, etc., etc. Quatrième et dernière fonction pour aujourd'hui, la fonction de canalisation des mécontentements, qui est ici une fonction qui n'est pas réservé aux partis politiques, mais que les partis politiques sont en mesure d'assumer. Attention, on va ici plutôt parler des partis d'opposition, hein, vu qu'on est sur les mécontentements. C'est quoi comme idée? Eh bien, c'est l'idée que quand le gouvernement gouverne avec sa majorité à l'Assemblée nationale, il peut prendre des décisions qui ne conviennent pas à une partie plus ou moins large de la population et que cette population ait besoin d'exprimer ses mécontentements. Par exemple, en organisant une manifestation, en organisant un sitting, en organisant des occupations de ronds-points, en organisant tout un tas d'actions. Les partis politiques d'opposition doivent être en capacité de mobiliser cette population et de la canaliser dans l'expression de ces mécontentements. Ensuite, et pour quasiment terminer sur les partis politiques, on va parler ici de leur origine et de la légitimité des partis politiques. Sous la forme qu'on leur connaît aujourd'hui, les partis politiques, on peut considérer qu'ils apparaissent dans la première moitié du 19e siècle, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'abord. En France, il faudra attendre un petit peu plus, d'abord parce que pendant très longtemps, la loi Le Chapelier de 1791 interdisait de manière indirecte, hein, mais interdisait quand même la naissance de partis politiques. Il a fallu attendre la deuxième moitié du 19e siècle, où de nouvelles dispositions législatives ont été prises, notamment la loi Waldeck-Rousseau, dont on reparlera tout à l'heure sur les syndicats, puisqu'elle s'adresse davantage aux syndicats qu'aux partis politiques. Mais cette loi Waldeck-Rousseau va poser des jalons nécessaires à l'émergence de partis politiques en France. Et d'ailleurs, la loi Waldeck-Rousseau, qui donc est votée en 1884, sera suivie quelques années plus tard par la création du premier parti politique en France tel que nous les connaissons aujourd'hui, le Parti radical en 1901. Peu de temps après, 4 ans plus tard, en 1905, le deuxième parti politique à être créé, le parti de la SFIO, qui deviendra plus tard, en 1969, le Parti socialiste, hein, que vous devez davantage connaître que la SFIO. Et on peut donc voir que c'est d'abord à gauche de cet échiquier politique français que se sont constitués les partis politiques. Les partis politiques de droite arriveront un peu plus tard. La légitimité des partis politiques, elle est aujourd'hui, en 2021, constitutionnelle. Elle est fixée, cette existence des partis politiques, par la Constitution de 1958 dans son article 4, dont je vous ai mis un extrait ici. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. La Constitution énonce clairement dans cet article que non seulement un parti politique peut exister en France, mais qu'en plus il en faut plusieurs et de plusieurs couleurs politiques différentes, de manière à pouvoir coller au maximum de la population française et de pouvoir faire donner une voix à toutes les opinions dans la société française. Et donc justement, un état des lieux à aujourd'hui, un état des lieux aujourd'hui des partis politiques et de leur positionnement en allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et puis je vais essayer de vous les lire dans un sens de gauche à droite à chaque fois. Donc de la gauche de l'extrême gauche par exemple à la droite de l'extrême gauche, si on peut s'exprimer ainsi, et ainsi de suite. Alors c'est un classement que j'ai essayé de faire de manière la plus objective possible en allant chercher des informations sur des journaux un petit peu comme Le Monde, voir comment par exemple Le Monde ou Le Figaro ou Libération voyaient un petit peu le classement politique de certains partis, puisque on pourra le voir au cas par cas, ça peut être un petit peu discutable. Commençons par l'extrême gauche de l'échiquier politique. À cette extrême gauche, on pourrait trouver alors... J'ai commencé par Lutte ouvrière plutôt que le nouveau parti anticapitaliste, mais on pourrait switcher les deux dans l'ordre. Ce seraient les deux partis les plus à gauche de l'extrême gauche. Le nouveau parti anticapitaliste, NPA pour ses abréviations. Peut-être que lui ne vous dit rien, mais sans doute que ses leaders politiques dans ce parti-là vous disent quelque chose. Il s'agit d'Olivier Besancenot ou peut-être encore plus célèbre pour votre génération, Philippe Poutou. Ensuite, on trouve la France Insoumise, LFI pour ses abréviations, alors là avec le très célèbre Jean-Luc Mélenchon, et donc enfin, dans ce
dernier parti de ce bloc de l'extrême gauche, le Parti communiste français. Un bloc de gauche qui serait constitué par Place Publique, pardon, Génération.s, un autre parti politique, un autre mouvement politique qui est en fait une scission du Parti socialiste porté par Benoît Hamon, pardon. Ensuite, Europe Écologie Les Verts et donc le Parti Socialiste. Et là, on a nos 4-5 partis qui constituent ce gros bloc de gauche. Un bloc du centre avec La République En Marche, le MoDem et l'UDI. Alors là, je les ai mis dans cet ordre-là, mais on aurait pu totalement inverser l'ordre, ça n'a pas d'importance. C'est des partis qui ont des idéaux, des valeurs assez proches, centrés notamment sur le libéralisme économique et sur l'Europe, une vision positive de l'Europe. Ensuite, un bloc de droite constitué très largement et très majoritairement, ce bloc de droite, par le parti Les Républicains. C'est le parti de Barouin, de Fillon, de Juppé, de Sarkozy, de Chirac. Alors Sarkozy et Chirac ont arrêté la politique, quoique pour Sarkozy non, mais Chirac a arrêté la politique quand le parti s'appelait encore UMP, qui est donc devenu Les Républicains. Mais à droite, on trouve aussi un mouvement politique qui s'appelle Agir, qui est en fait une scission du parti Les Républicains, opérée par Franck Riester. Et donc, je vais laisser volontairement ce parti à droite, mais sachez que le parti Agir est en fait un total soutien au parti La République En Marche. Et enfin, le bloc de l'extrême droite qui va être composé d'abord du Rassemblement national, qui est le plus gros parti de ce bloc d'extrême droite, à la droite duquel on peut trouver Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, et puis les Patriotes de Florian Philippot. Voilà, à côté de cette coloration politique assez claire, bien que discutable pour certains d'entre eux, vous trouverez des gens qui pensent que le Parti Socialiste n'est plus tellement un parti de gauche, mais plutôt un parti de centre, des gens qui vont penser que La République En Marche n'est pas tellement un parti de droite, mais un parti de centre, pardon, t'as lapsus, un parti de centre, mais plutôt un parti de centre-droite, voire de droite tout court. Mais à côté donc de cette coloration politique que vous pouvez retenir telle quelle, telle que présentée sur la diapo, vous avez des partis plutôt inclassables. Je pense ici à l'UPR, l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau, dont la principale position est une position anti-Union Européenne et une sortie de la France de l'Union Européenne, un Frexit à l'instar du Brexit. Vous avez le parti Résistons, dont le nom complet est en fait Résistons avec Jean Lassalle, puisque parti créé par Jean Lassalle. Alors c'est un parti qui est fondé sur le bien vivre, la solidarité entre les individus, et puis un retour à une économie davantage rurale ou des villes plus petites, centrées sur l'agriculture. Et puis un autre parti aussi, Solidarité et Progrès, parti créé par Jacques Cheminade, qui est un parti anti-finance internationale, qui est un parti qui voit comme développement de progrès la colonisation de la Lune et de Mars, qui est un parti qui a soulevé de nombreuses controverses parce que co-créé avec un complotiste américain dont le nom m'échappe à l'instant. Ensuite, une fois qu'on a vu ces partis politiques, il est temps de s'intéresser à un autre acteur de la vie politique, la société civile organisée. Donc deuxième sous-point, la société civile organisée, les autres acteurs du débat politique. Qu'entend-on par société civile organisée? Nous entendons ici l'ensemble des groupements qui participent à la vie politique, mais qui ne sont ni des partis politiques, ni des médias. On y retrouve les associations, les syndicats, les collectifs ou encore les lobbies. Les syndicats, justement. Les syndicats, c'est un groupement d'individus qui partagent des intérêts professionnels communs. On trouve alors des syndicats de travailleurs, de salariés, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, ainsi de suite, vous en connaissez beaucoup, mais aussi des syndicats de patrons comme le MEDEF. En France, les syndicats sont légitimes et légalisés depuis 1884 par la loi Waldeck-Rousseau qui permet et garantit leur existence. Les buts des syndicats, c'est exprimer des revendications, créer un collectif suffisamment fort pour peser dans les négociations avec l'État ou les syndicats de patrons. L'objectif, c'est de se dire, nous travailleurs, nous serons plus forts si nous unissons nos forces. L'union fait la force en quelque sorte. Et l'objectif ultime, c'est d'obtenir des avancées sociales ou à défaut de défendre les acquis sociaux déjà obtenus. Les syndicats peuvent entrer dans une logique de coopération avec les partis politiques ou des fois dans une logique d'affrontement, ça va dépendre.
Ensuite, à côté de ces syndicats, nous trouvons les associations comme autres acteurs de la société civile. Il s'agit de groupements d'individus qui s'associent pour défendre une cause ou plus largement pour s'inscrire dans un projet collectif sans but lucratif. On a des associations donc qui vont avoir un intérêt plutôt collectif, civil, humain, des collectifs de soutien aux victimes des attentats, de soutien de victimes d'un tremblement de terre, de soutien de victimes d'une inondation, d'une catastrophe naturelle. Et puis vous avez des associations qui ont une portée politique un peu plus affichée, un peu plus avouée, des associations de préservation de l'environnement, des associations de défense des droits des animaux, de défense des droits des enfants, de défense des droits des femmes, de défense des droits des minorités, des LGBT, des racisés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, à côté de ces associations et de ces syndicats, on trouve un autre acteur de la société civile organisée, ce qu'on appelle les lobbies. Il s'agit ici d'un groupement d'individus qui cherchent à influencer les décideurs politiques dans l'élaboration ou le vote des lois, souvent pour le compte d'une ou plusieurs grandes entreprises. Le plus célèbre des lobbies n'est pas français, il est américain, il vit aux États-Unis. C'est la National Rifle Association, c'est la NRA, c'est le lobby des armes, le lobby pro-armes aux États-Unis qui cherche à défendre coûte que coûte le droit des Américains de s'armer pour se défendre. En France, vous avez tout un tas de lobbies, notamment des lobbies dans le domaine agricole, qui, à l'heure actuelle, intensifient leur action pour retarder au plus possible, par exemple, l'interdiction de l'utilisation du glyphosate comme désherbant, des lobbies agricoles qui cherchent à influencer la politique agricole commune de l'Union européenne pour que la France récupère un maximum de subventions de l'Union européenne. Vous avez des lobbies, figurez-vous, des lobbies qui défendent les brasseurs de bière artisanaux français pour reconnaître ce savoir-faire, pour réduire la fiscalité sur les bières françaises artisanales. Enfin, vous avez des lobbies sur un peu tout ce qu'il est possible d'imaginer. Dernier sous-point de notre partie B, les médias, un quatrième pouvoir. Qu'est-ce qu'un média? Un média, c'est un support audiovisuel ou que visuel, de transmission de l'information. Donc, c'est la radio, c'est la télévision, c'est la presse écrite et c'est Internet et les réseaux sociaux numériques qui peuvent servir de médias. Et dans les démocraties, on peut envisager les médias comme un véritable quatrième pouvoir. Par exemple, dans la démocratie américaine, vous avez de nombreux scandales politiques qui ont été mis en avant par les médias, et sans l'existence de ces médias, ces scandales politiques-là n'auraient pas existé. On peut penser à l'affaire du Watergate, qui était une affaire d'écoute entre les partis politiques aux États-Unis, d'une écoute illégale, une mise sur écoute du bâtiment d'un des partis politiques aux États-Unis par l'autre parti politique. Vous avez l'affaire du Monica Gate qui a touché Bill Clinton. Je ne développe pas à chaque fois. Si vous êtes curieux par le Watergate ou le Monica Gate, je vous laisserai chercher sur Internet voir ce qui s'est passé. Mais en France, plus récemment, la campagne présidentielle de 2017 a montré l'importance des médias, notamment pour mettre en avant ce que l'on a appelé dans un anglicisme affreux le Penelope Gate, qui concerne donc Pénélope Fillon, ses emplois fictifs auprès de son mari François Fillon, pardon, ses emplois supposés fictifs auprès de son mari François Fillon, qui était candidat à l'élection présidentielle. Et suite à cette affaire, François Fillon n'a pas été élu. Alors est-ce que c'est à cause de cette affaire ou pas? En tout cas, l'affaire a éclaté avant que le verdict de l'élection ne soit prononcé. Donc les médias, un véritable quatrième pouvoir? Eh bien oui, les médias dans les démocraties sont un moyen d'expression. Ils vont chercher à informer de la manière la plus objective les citoyens, mais surtout de permettre une libre expression des voix contestataires. Les médias doivent assurer à toutes les opinions politiques un accès à l'expression de leurs opinions justement. Mais ils ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent devenir un danger pour la démocratie. Il y a un risque de manipulation, de déformation de l'information ou encore de restreindre l'accès de certains individus aux médias. Je dis une bêtise, mais par exemple pour une personne de gauche, très compliqué d'aller s'exprimer sur la chaîne CNews, par exemple, qui semble borner
son accès uniquement à des personnes de droite et d'extrême droite. Mais c'est pourquoi il existe en France ce qu'on appelle le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui contrôle que les médias respectent bien les règles, notamment un accès pour tous, qu'il y ait un pluralisme de l'information, une expression de toutes les opinions. Et ce CSA, par exemple, lors des campagnes présidentielles, vérifie que tous les partis politiques et tous les candidats à l'élection présidentielle aient accès à toutes les chaînes télévisées, par exemple, et qu'ils aient un temps de parole équivalent. Voilà, c'est donc terminé pour cette sous-partie consacrée aux grands acteurs de la vie politique française. Prenez bien en note tout ce qui a été dit, puisque ce sera au programme du prochain contrôle. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt.